me déconcentrer. Rebonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez bien mangé, que vous avez profité du buffet. Personnellement, moi, je me suis régalée. On n'a pas le temps pour la digestion. On reprend nos tables rondes pour cet après-midi. On va se poser des questions. Et l'une, c'est: a-t-on remplacé le café par des tokens ? Est-ce que taper sur un clavier devient une option ? Cette nouvelle table ronde vient explorer les nouvelles pratiques du dev augmenté. Et pour ça, on accueille comme animateur Christophe, responsable des relations partenaires chez Ypon sur les sujets de cloud, data et IA. Christophe, à toi. Merci Marie. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous déjà, ça fait plaisir. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez bien mangé, mais que vous ne digérez pas trop. C'est important pour nous. Je suis ravi d'être à TechReady cette année pour animer cette table ronde autour du dev augmenté. L'IA, ça ne vous a pas échappé, ça bouleverse notre quotidien, ça transforme nos métiers. Et justement, d'autant plus dans le monde du développement logiciel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir 3 speakers. Donc, j'ai Emmanuel qui est CTO de SNCF Connect and Tech. Bonjour à tous. Guillaume Clochard, tu es Staff Engineer chez Blablacar. Tout à fait, bonjour. Et Julien Tanet, tu es Staff Engineer chez Doctolib. Tout est vrai. Alors, j'aimerais faire un petit sondage à main levée dans la salle. Parmi vous, qui est développeur ? N'ayez pas peur. Ok, donc on a bien 2/3 de la salle. Parmi vous, qui utilise de l'IA dans son quotidien ? Toute la salle, finalement. Toute la salle. J'aurais mieux fait de poser la question à l'envers. Qui n'utilise pas ? Écoutez, en quelques temps, c'est un sujet qui a beaucoup évolué. On est passé des assistants de code à des agents autonomes. On est passé du simple prompt à du context engineering, du spec-driven development. Et justement, aujourd'hui, on vous fait une promesse pour cette table ronde, c'est d'avoir un retour terrain, un feedback. Et on ne va pas faire de la science-fiction, on va collecter ce qui se passe réellement chez vous dans votre quotidien, puisque vous vivez ces transformations. Donc ma première question, elle s'adresse à vous tous. Est-ce que rapidement, en 1 minute, vous pouvez poser un petit peu le contexte et nous dire où en êtes-vous ? Quel est le niveau d'adoption de l'IA dans vos entreprises respectives ? Allez, je peux démarrer. Donc moi, je vais vous parler de SNCF Connect and Tech. On a sur le sujet IA pour les développeurs, donc c'est là-dessus qu'on va se concentrer. On a mis à disposition de nos développeurs début 2024. Je pense que c'était en avril 2024. On a généralisé en fait les outils d'IA générative. Donc tout le monde y avait accès. Ça n'était pas obligatoire. Il n'y avait pas d'objectif particulier. C'était vraiment en libre service. Quand on regarde aujourd'hui, on voit que la quasi-totalité de nos développeurs utilisent ces outils-là. Par contre, quand on zoome un petit peu, on se rend compte qu'on a une hétérogénéité importante en fait, des usages. Il y a des maturités en fait, qui sont très très différentes d'une équipe à l'autre. On va avoir des équipes qui vont être très avancées avec du spec-driven development, on en a parlé ce matin, avec des agents autonomes, avec des contextes qui sont très bien structurés, et puis d'autres qui sont un petit peu plus sur des usages simples, en fait, d'agentique beaucoup plus simples, avec des contextes moins structurés, donc qui sont un petit peu en retard en fait, par rapport aux autres. Et donc voilà, aujourd'hui, nous, le panorama, c'est un peu ça, c'est-à-dire tout le monde l'utilise, mais avec vraiment des niveaux de maturité différents. Et toi, Guillaume ? À Blablacar, quelque chose de similaire. Je dirais que tous les ingés sont équipés avec du copilot aussi, depuis plus d'1 an maintenant. Le sujet IA, c'est un sujet transverse dans la boîte où on a tous essayé d'avancer, on va dire, d'un point de vue adoption. D'un point de vue ingénierie, on est clairement sorti de la phase adoption là. On est en train d'ouvrir une nouvelle phase, peut-être industrialisation, ou en tout cas on se pose d'autres questions, de plus de passage à l'échelle, et il y a des nouvelles questions difficiles liées à accueillir des contributions d'autres personnes, etc., que des ingés aussi qui commencent tout juste à apparaître. Chez Doctolib, c'est évidemment très similaire de ce que vous avez cité tous les deux. En fin d'année dernière, on a équipé nos 600 ingénieurs avec Claude Code.
On a un vrai focus, nous, sur Claude et pas sur Copilot, par exemple. Et là, cette année, on s'intéresse à ce que les équipes plateformes de Doctolib peuvent fournir au reste des développeurs pour les agents autonomes, pour maintenir un momentum autour de l'utilisation de Claude, et plus seulement une utilisation basique, mais avancée et soutenue dans le temps. Très bien. Peut-être une question pour toi, Emmanuel. Aujourd'hui, en tant que CTO, quel est ton plus gros challenge chez SNCF Connect ? Alors en fait j'en ai deux en ce moment. Le premier c'est vraiment le passage à l'échelle. Donc, comme je vous l'ai dit, chez nous on a à peu près 850 ingénieurs en fait, qui vont utiliser ces technologies-là. Et on a un vrai sujet de comment on tire tout le monde finalement vers une adoption efficace en fait, et performante. Comment on laisse des espaces d'expérimentation, parce qu'aujourd'hui c'est quand même comme ça qu'on apprend. Donc, les technologies changent tellement vite qu'on n'a pas de formation là, sur étagère, sur les derniers trucs qui sont sortis. Donc les gens apprennent quand même beaucoup par expérimentation. Donc comment on continue de permettre ça, et en même temps comment on capitalise sur ce qui est produit, sur les skills, les agents, donc avec la mise en place de marketplace par exemple interne, ce genre de choses. Donc ça c'est le premier challenge, et j'en ai un deuxième depuis lundi. C'est le changement de tarif en fait. Alors chez nous c'est GitHub Copilot. Je ne sais pas si tu es dans la salle, mais il doit un peu transpirer. Globalement, on sort de l'ère de l'IA sponsorisée. Donc là, on paye ce qu'on consomme en fait. Et ça, c'est un vrai gros nouveau challenge, parce que ça précipite plein de questions, plein de problématiques qu'on avait un petit peu laissées de côté parce que ça coûtait pas très cher. Et là, qui reviennent sur le devant de la scène, donc notamment les activités de FinOps. Ok, très bien. Guillaume, de ton côté, tu évoquais Copilot. Aujourd'hui, quels sont les outillages dans les équipes chez Blablacar ? Alors, ce qui est intéressant chez Blablacar, c'est qu'il y a des stacks techniques relativement hétérogènes entre des front-ends, ça peut être des gros monorepos, faciles à outiller en one-shot, et du back-end qui est plutôt microservice multi-repo. Donc l'équipement est un peu à pas avancer à la même vitesse. Là on arrive à peu près à être tout le monde d'équerre. Donc pareil, là, on a récemment on va dire passé une marche dans la mise en place d'une marketplace, notamment côté back-end, pour se partager des instructions, des skills communes. Ça pose des questions de gouvernance, de comment est-ce qu'on décide de quel skill a la place dedans et tout. Sur des repos plus isolés ou des équipes plus autonomes, c'est aller plus vite que ça. Voilà. Et peut-être une question pour toi, Julien. En introduction, tu parlais d'un momentum chez Doctolib. Aujourd'hui, quelles sont vos expérimentations pour les développeurs ? Alors, je risque de spoiler la présentation qu'on donne avec Anke tout à l'heure, à 15h20. Mais c'est le moment de faire la promo, alors. Ouais, venez nous voir. J'espère que ça va être très intéressant, mais on passera un petit peu plus de temps tout à l'heure sur un Rex. Mais grosso modo, on a 3 grandes expérimentations aujourd'hui. La première autour de la marketplace. Alors, c'est marrant parce que c'est un terme qu'on retrouve chez tout le monde. Et on revient durant le talk sur comment on l'a construit et comment on en fait un produit interne. Une expérimentation autour de la revue agentique. On pourrait faire un sondage à main levée, mais j'imagine que vous vous rendez tous compte que maintenant que la génération de code est plus rapide et plus simple, le bottleneck se déplace juste après, au moment de la revue. Et une troisième expérimentation, cette fois-ci vraiment à l'échelle de l'organisation, autour d'une plateforme d'agents autonomes. Ce matin, je lisais un article qui appelait ça une software factory. Je trouve le terme plein de sens, pour en discuter après la conf. Mais voilà, on va s'interroger sur l'usage d'agents encore plus autonomes. Ok, très bien. Je vous propose qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Donc on va parler de dev augmenté. Concrètement, est-ce que vous avez des exemples ? Est-ce que vous avez dans le quotidien de vos développeurs, par exemple, j'ai une question pour toi, Emmanuel. Quels sont vos usages ? Comment vous êtes arrivé en fait à amener de l'adoption dans le quotidien, dans le poste de travail finalement des développeurs ? Comment vous êtes arrivé à amener des nouvelles pratiques ? Du coup, en termes d'adoption, ce qu'on a vu, c'est une adoption très très forte là, sur les 6 derniers mois. Donc là, ça c'est vraiment, on a l'impression que ça s'est débloqué un petit peu. On avait une adoption qui était un peu constante depuis 2024, mais là, sur les 6 derniers mois, ça a vraiment explosé. Et ce qu'on constate aussi, donc ça c'est sur la partie développement, mais ce qu'on constate, c'est que ça a dépassé la partie développement. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de PO, de PM qui nous demandent des licences
GitHub Copilot, qui installent VS Code sur leur machine. Donc là, c'est un vrai changement en fait, qui est assez nouveau chez nous. Et on voit que ça concerne aussi les autres métiers finalement du delivery, y compris même des managers. Voilà. Donc voilà, tout le monde est en train de basculer un petit peu là-dessus. Donc ça, c'est ce qu'on voit bien aujourd'hui. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder aussi comment on mesure tout ça, quels sont les indicateurs qu'on va mettre derrière. Et nous, jusqu'à présent, on utilisait des indicateurs plutôt quantitatifs. On regardait qui consommait quoi globalement, combien de requêtes faisaient les gens, etc. Donc ça, c'était intéressant au début pour voir l'adoption, c'est-à-dire qui commençait à utiliser l'outil. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ces indicateurs-là sont plus suffisants et on va avoir besoin là, de nouveaux indicateurs. Donc, on a les DORA métriques qui sont en place et sur lesquelles l'adoption de l'IA a de l'impact, mais elles sont probablement pas suffisantes. Donc, il va falloir en tout cas, là, on commence à réfléchir à venir les compléter avec des choses avec plus de valeur en fait, à l'intérieur. Ok, très bien. Guillaume, durant notre préparation, tu me disais chez Blablacar, il y a eu aussi une gouvernance autour de l'IA. Concrètement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, peut-être un point intéressant chez Blablacar, c'est à quel point l'adoption s'est faite de manière horizontale. Il n'y a pas eu un push si fort que ça du leadership, en tout cas pas dans le gros cliché du CEO qui à 3h du mat te dit ok, c'est du Cloud Code pour tout le monde. C'est pas ça du tout. On a mis en place il y a longtemps maintenant, je pense 18 mois, des rôles particuliers dans des départements puis dans des équipes qu'on appelait AI Champion ou AI Captain, dans le but d'insuffler un peu, d'animer ces espaces d'abord d'expérimentation et maintenant d'outillage. Donc c'est des ingés, en l'occurrence pour le département engineering, qui ont du temps dédié pour faire ça. Voilà, donc pour accompagner leurs équipes proches ou l'équipe de tous leurs piliers chez nous. Et ça a plutôt bien marché, couplé à des objectifs personnels qui étaient vraiment transverses à toute la boîte et liés à ton niveau de seniorité. Voilà. Ok, très bien. C'est intéressant ce que tu dis, et je rebondis, peut-être une question pour Julien. Comment toi tu vis ces choses-là dans ton quotidien chez Doctolib ? Tu m'avais parlé aussi d'un monitoring par les skills. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Ouais, en gros, ça résonne avec ce que tu dis parce qu'on a eu les mêmes étapes d'adoption très bottom-up, même si on est bien conscient qu'on a eu un sponsoring du management qui était vraiment indispensable. Le gros de ce qui génère et maintient le momentum chez Doctolib sur l'AI Driven Dev, c'est la contribution des gens à un corpus de skills, donc une marketplace, et ça permet d'encoder de la connaissance qui est directement réutilisable par des humains et des agents. Et en fait, tout ça, c'est capté par un monitoring built-in, en fait, de la télémétrie qui est émis par Cloud Code, tous les Cloud Code sur toutes les machines des devs. Nous, on récupère ça dans Datadog, mais ça pourrait être n'importe où. Et on analyse des tendances. Donc, on analyse des tendances d'usage de la marketplace. Est-ce que le skill revu que tout le monde utilise, le /review, est-ce qu'il est vraiment utilisé ? À quelle heure ? Par qui ? À quelle fréquence ? On voit aussi des skills disparaître. Et pourquoi ? Peut-être parce que les modèles deviennent meilleurs et donc dans ce cas, il n'y a plus besoin de les guider sur comment écrire un commit, que finalement, écrire un commit avec conventional commit, c'est la norme. Il n'y a plus besoin de le préciser. Des choses comme ça. Ok, donc je suppose que dans ce monitoring, tu as aussi une vision claire sur qui sont vos utilisateurs les plus avancés, qu'on pourrait appeler les power users. Est-ce que tu as un retour à nous partager sur la valeur en tout cas que ces power users apportent avec l'IA, que ce soit dans leur vélocité, dans leur fréquence de push? En fait, on voit il y a un certain profil de dev plutôt senior qui avait déjà une habitude assez élevée, qui supportaient déjà bien le context switching, qui sont déjà capables de manipuler, d'orchestrer 2, 3, 4 clouds en parallèle. Ces gens-là vont vraiment avoir une productivité décuplée. Néanmoins, ça ne veut pas dire que toute la chaîne de valeur est plus productive. Donc ça va être des gens qui vont être capables de potentiellement régler de la dette technique à grands coups de dizaines, centaines de PR. Néanmoins, est-ce que les équipes qui vont revoir ces PR ont la disponibilité mentale et simplement le temps de les revoir ? On ne sait pas encore. Enfin, parfois non. Donc du coup, est-ce que le pipeline entier est accéléré ? Pas forcément.
Ok, c'est un constat que vous partagez aussi? C'est une vision que vous partagez? Oui, je dirais, enfin, le truc que j'ai en tête depuis quelques jours, semaines, c'est juste une loi de Pareto classique, voire même accentuée, mais c'est 20% de nos usagers représentent 80% de nos usages d'IA, qui montre qu'on est encore dans une adoption hétérogène qui est à l'échelle de l'individu. On a un peu, c'est très proche de ce que tu décris, on a potentiellement des ingés qui sont sur des projets en isolation aussi et qui sont beaucoup plus en capacité de délivrer fort grâce à l'IA sur ces scopes-là. Pour on va dire des équipes plus traditionnelles, il y a un usage qui est moindre. Très bien. J'aimerais qu'on prenne peut-être un peu de hauteur. On a parlé finalement de ce que vous avez mis en place dans vos organisations. Est-ce que vous avez des désillusions ou encore des zones grises, ou peut-être nous partager un retour de quelque chose qui n'aurait pas marché avec l'IA? Parce que souvent, on a l'impression que l'IA, ça va être la panacée à tous les maux. Emmanuel, je me tourne vers toi. Est-ce que, de ton côté, tu observes peut-être une promesse qui n'a pas été à la hauteur, en tout cas, ou des expérimentations qui n'auraient pas été au bout? Je dirais qu'en termes de désillusion ou de promesses sur laquelle on a été un peu déçu, en tout cas moi j'ai été un petit peu déçu, c'est sur l'adoption naturelle. Ce que je disais un petit peu tout à l'heure, quand ces technologies-là sont arrivées, on les a vues marcher, on était vraiment très enthousiastes en fait, et on s'est dit qu'en fait l'ensemble de nos collaborateurs allaient les adopter de manière massive. Et en fait, là, 2 ans après, on se rend compte que c'est pas le cas de tout le monde. Donc c'est là-dessus en fait où en tout cas moi je m'attendais à un résultat un petit peu différent. Donc ça peut s'expliquer quand même par plusieurs choses. Déjà, on a une technologie et des méthodes de travail qui évoluent très très vite. Donc en fait, ça nécessite quand même d'être dans une approche de veille et d'expérimentation très active finalement pour adopter ces approches-là. Et ça, on sait que tous les collaborateurs ne sont pas dans ce mode-là. Du coup, il y a quand même une accélération qui n'est pas facile à suivre, en fait, en tout cas qui demande un investissement personnel important. Donc ça, c'est une première explication. Et après, il y a peut-être une deuxième explication qui est, moi j'ai le sentiment que cette technologie et ces nouvelles méthodes, elles ont un bénéfice très personnel, en fait. C'est-à-dire qu'elles nous accélèrent individuellement et elles nous rendent autonomes. Donc en fait, on n'a pas besoin des autres pour accélérer. Donc on accélère beaucoup tout seul. Et donc du coup, il y a moins de porosité finalement avec le reste de l'écosystème. Donc en tout cas, c'est 2 pistes qui peuvent expliquer le fait qu'on n'a pas eu cet effet de diffusion et d'adoption massive au sein des équipes. Merci. Guillaume, tu mentionnais des fois... est-ce que tu as aussi peut-être des exemples où tu veux réagir par rapport à ce qu'Emmanuel avance? Il me semble que tu m'avais dit que vous aviez des exemples de projets où vous génériez du code plus facilement, mais pour autant, il n'y avait pas forcément un retour ou une valeur, ou c'était un prototypage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors on a je pense qu'on est plusieurs à être passés par là. On se rend bien compte que c'est possible de générer 30 PR en 2 jours. Le problème, c'est que le reste de la machine absorbe pas 30 PR en 2 jours potentiellement, là où elle s'en attend à 2 ou 3. Donc ça fait bien prendre conscience que le bottleneck il est ailleurs, et ça explique bien que on a certes accélérer ou augmenter le dev en tant qu'individu. La désillusion, en tout cas la compréhension que la prochaine marche, c'est comment est-ce qu'on fait passer ça à la taille d'une équipe. Avec plusieurs challenges, c'est le fait que on a des devs qui sont très forts dans cette pratique-là, qui deviennent effectivement des devs solitaires en fait, ou quasi solitaires. Et du coup, est-ce qu'on va réussir à les faire scale à l'échelle d'une équipe? Et il y a une question d'outillage aussi. Il y avait des devs qui sont allés très vite parce qu'ils étaient soit dans une capacité à s'auto-outiller très facilement, parce qu'ils arrivent à prendre le temps pour le faire, soit parce qu'ils sont dans une stack technique qui marche bien avec les outils de base. Tout le reste de la boîte n'est pas forcément dans ce setup-là, donc ça peut créer des vitesses
très disparates. Voilà, donc c'est un vrai enjeu, et là c'est la courbe d'adoption classique en fait. Nous aussi on a observé depuis 6 mois ça y est, on a une adoption accélérée, mais c'est parce qu'on est dans les phases où la majorité des gens se rend compte qu'il faut y aller. Voilà, mais ça prend plus de temps que ce qu'on pouvait penser au début, parce que les devs les plus motivés n'étaient pas forcément représentatifs de tous nos ingés. Est-ce que c'est un constat que tu partages, toi Julien aussi, chez Doctolib ? Ouais, sur les difficultés d'adoption, évidemment, sur l'hétérogénéité des résultats. Là encore, le premier trimestre de l'année, avec ma collègue Anke, on bossait sur un parcours de formation complet, sur 3 niveaux, on a formé 40 équipes, et on a toujours des résultats très différents, parce que tout le monde n'apprend pas de la même manière, parce que les équipes ont des deadlines différentes, etc. Quand je te disais tout à l'heure qu'on essayait de maintenir un momentum, on essayait aussi de forcer les traits sur les succès collectifs versus des succès individuels. L'année dernière, on aurait pu mettre en lumière quelqu'un qui a réinventé une sorte de cockpit, comme tu disais, pour aller plus vite. Aujourd'hui, on va plutôt mettre en avant une équipe qui avait timé un sprint de 2 semaines et qui l'a crunché en une journée et en quelques milliers de dollars, mais qui a vraiment qui est allé chercher de la valeur pour les utilisateurs, pas simplement une accélération de la génération de code. Tu évoques un sujet qui est important, on parlait des coûts. Je pense que c'est un sujet fâcheux pour beaucoup d'entre nous. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un monitoring par les coûts, ou du moins une allocation pour des équipes ? Est-ce que vous investissez davantage dans une équipe ou dans une feature team plutôt qu'une autre ? Est-ce que vous avez des retours d'expérience à nous faire dessus ? Je m'adresse à tous les 3. Hein, Depuis lundi, oui. Non, mais c'est vrai, comme tu le disais, Emmanuel, où on s'est permis de ne pas se poser ces questions parce que c'était pas cher. On va se poser cette question parce que c'est plus pas cher. Je pense qu'on a tous des setups un peu particuliers avec des équipes centrales qui peuvent être en capacité de piloter. Reste savoir quel KPI on utilise pour se dire ici c'est ok de dépenser beaucoup de tokens parce que ça apporte de la valeur, et là on va vouloir en dépenser moins, même si ça pourrait accélérer, mais en fait c'est pas là qu'on veut accélérer. Et ça a été dit ce matin, il y a une grande différence entre ce qu'on peut faire maintenant et ce qu'on doit faire. Et l'orga n'a pas forcément absorbé que ça devient la question principale, parce qu'aujourd'hui on était organisé d'une façon à ce que la friction naturelle, la façon dont on s'organise, traitait cette question-là un peu pour nous. Enfin, en tout cas, c'était peut-être traité ailleurs. Et là, un dev peut partir dans tous les sens grâce à l'IA, mais est-ce que c'était vraiment là qu'il fallait mettre son budget de token ? C'est la question du moment, je pense. Ouais. Et pour compléter, moi, je suis assez aligné avec ce que tu dis. Effectivement, on a des coûts là, qui sont en train d'augmenter de manière importante. Jusqu'à présent, comme ils étaient faibles, on les pilotait de manière centralisée. Là, va vraiment se poser la question de la valeur en fait, qui est associée à ces coûts-là, c'est-à-dire quelle valeur on génère. En fonction des organisations, c'est les projets, voilà, quelle valeur on génère, qu'est-ce qu'on revend aussi. Nous, on a une activité de SN, donc des fois on revend en fait, des jours hommes, etc., avec des prestations. Donc est-ce que ces coûts-là, finalement, ils sont cohérents par rapport à la valeur ou par rapport à ce qu'on vend ? Donc il est probable, là c'est tout frais, mais voilà, il est quand même assez probable que le pilotage de ces coûts, il se décentralise, c'est-à-dire qu'il se rapproche finalement des BU, des factories, qui pilotent elles-mêmes, notamment les jours hommes en fait, et les collaborateurs qu'on va positionner sur les projets. Et je pense que ça va se rapprocher de ce pilotage-là, ça va faire partie finalement des coûts du projet, quoi. Et peut-être juste pour ajouter sur ça, de façon très pratique, qu'est-ce qu'on fait par exemple chez nous, c'est qu'on décide de mettre des budgets relativement bas. Enfin, en tout cas, on sait que nos power users vont taper dedans pour générer la boucle de friction nécessaire pour qu'à un moment, il y ait cette question qui émerge. J'ai tapé dans le mur, est-ce que vous pouvez m'ouvrir la porte pour avoir plus ? Et en fait, il faut argumenter. À défaut d'avoir des KPI ou d'avoir une réflexion plus en amont, là, dans les prochains mois, c'est sûrement comme ça qu'on va piloter. Ouais. On a vraiment un setup similaire. On est réactif plutôt que proactif, donc on va voir les top spenders, on s'assoit avec eux, avec elles, et on a des discussions très intéressantes, très enrichissantes, parfois des mauvaises surprises, mais la plupart du temps, en fait, on est face à des gens qui ont craqué le code, quoi, qui ont trouvé une nouvelle manière de travailler. Parfois des gens qui s'intéressent peut-être pas à la bonne priorité, mais ce n'est pas un problème d'ingénierie, c'est un problème d'organisation et de gestion produit, de pilotage produit.
Et ce que tu dis, Emmanuel, c'est... En fait, nous, on a la chance que ça nous coûte déjà cher avec Claude. Donc, on n'a jamais eu l'illusion que c'était pas cher. Et du coup, très vite, ce budget-là est devenu un budget d'équipe. Donc, un manager, aujourd'hui, chez Doctolib, a des humains et des agents, pour mal le résumer. Et donc, si on a un objectif qui est d'améliorer les fonctionnalités de Doctolib par an sur le mobile, c'est à nous, managers, d'adresser la bonne somme d'humains et de tokens. Et quand on le pense comme ça, finalement, c'est pas si différent de ce qu'on faisait avant. Simplement, il y a un des deux seaux qui peut se vider très vite, et donc il faut être très sûr de soi en termes de priorité. Et puis l'autre seau, c'est nous les humains, donc il est toujours temps de discuter, d'adapter le code, etc. C'est une nouvelle gymnastique pour les managers aussi. J'aimerais qu'on revienne sur ce que ça change concrètement pour le quotidien en fait, d'un développeur. J'ai bien aimé ce matin, durant la keynote d'Alex, qui disait que le développeur n'allait plus écrire une seule ligne de code, c'est ce que disait Arthur Mensch notamment, et que son métier finalement allait être aussi un métier d'orchestration. Emmanuel, je me rappelle que tu avais dit le développeur doit faire le deuil du code. J'ai trouvé que c'était une phrase assez forte. Selon toi, qu'est-ce qu'on doit apprendre à aimer à la place ? Qu'est-ce qui évolue ? Alors, effectivement, il y a des choses qu'il va falloir qu'on désapprenne, ou en tout cas qu'on arrête de faire, et le code en fait partie, on le voit, et effectivement, en fonction des populations, on a des collaborateurs, on est sur un vrai mécanisme, enfin un vrai processus de deuil sur ce truc-là, parce qu'ils adoraient faire ça, et ils se rendent bien compte qu'en fait, finalement, l'IA va le faire beaucoup mieux qu'eux, en fait, et que du coup, leur valeur, elle n'est plus là, en fait. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qu'on constate, pas chez tout le monde, mais chez certains collaborateurs. Après, il y a quand même d'autres choses, au-delà du code, il y a quand même d'autres choses qu'il va falloir désapprendre. Et notamment, il y a plein de choses qu'en tant que développeur, on a appris à l'école, puis surtout qu'on a appris dans notre vie professionnelle. Et c'est des choses qui sont très profondément ancrées. Et la plupart de ces règles ou de ces pratiques ont été inventées pour résoudre des problèmes qui sont liés à la production de code par les hommes ou à la production de logiciels d'une manière générale par les hommes. Et donc il y a plein de pratiques que l'on a, même ce matin pendant la keynote j'entendais c'est du code de qualité. En fait, c'est quoi du code de qualité ? Et en fait, les critères de qualité que l'on va mettre, que l'on va utiliser, souvent, ce sont des critères de qualité dans le monde où c'était un humain qui allait produire le code. Et quand c'est une IA qui produit, il y a des choses qui se discutent. Donc je ne dis pas que tout est à revoir, mais je sais que nous, on a des débats réguliers sur des pratiques, sur des architectures, sur des patterns, où on se dit, mais pourquoi on fait ça en fait ? Ah oui, mais c'est pour qu'on n'ait pas besoin, quand on a besoin de le changer, ça va être plus facile. Ouais, mais c'est pas toi qui va le changer, c'est l'IA. Du coup, ça a plus de sens en fait. Voilà. Donc on a ces discussions. Donc ça, c'est un vrai truc à désapprendre. Ça rejoint aussi un talk sur les juniors. Ça, c'est un désavantage, je pense, des juniors, c'est qu'on n'aura pas besoin de faire ça en fait. Donc du coup, ils vont arriver avec un mindset un petit peu plus vierge. Parce que ce travail-là, en fonction des collaborateurs, et c'est quelque chose qui prend pas mal de temps et qui génère beaucoup de débats et de discussions. Est-ce que vous avez des exemples chez Blablacar ou Doctolib de projets, par exemple Greenfield, qu'on lance uniquement avec de l'IA ? C'est-à-dire un projet où on n'a pas une ligne de code qui soit écrite par un humain. Est-ce que vous avez un Rex à faire sur ce genre de projet ? Oui, nous, c'est un peu la stratégie du moment, c'est d'utiliser les nouveaux projets qui sont un peu plus isolés, par exemple dans des codebases neuves ou avec des équipes qu'on a montées pour ça, pour tester des nouvelles pratiques et des nouveaux outils. Je dirais pas que le but, c'est d'avoir zéro code produit par un humain, dans le sens où on croit toujours à l'expertise technique. Je pense que c'est plutôt une histoire de ratio. Oui, l'essentiel du code ne sera pas écrit à la main avec quelqu'un qui tape sur un clavier. Potentiellement, cette personne, elle va aussi investir beaucoup dans la machine qui produit le code. Ça peut répondre aussi à cette logique de deuil des gens qui étaient très investis dans le code qu'ils produisent peuvent retrouver une façon de rediriger cette énergie en s'investissant dans la machine, dans le harness, dans les instructions, dans la couverture de thèse, dans la CI, et descendre, on va dire, dans le code pour des besoins d'expertise, où là, vraiment, en tant que senior, je viens descendre et je viens réparer ça, l'agent, il l'a pas vu, etc. Donc je dirais que c'est plutôt vers ça qu'on croit. On n'est pas dans un maximalisme de tout code produit via IA.
Ouais, je peux prendre le contre-exemple. On se définit comme agentic first, donc on commence par aborder une problématique avec une solution agentique. Mais par exemple, sur du code legacy, chez Doctolib, on a un vieux monolithe Ruby on Rails qui a plus de 10 ans, donc c'est une vieille personne, il faut en prendre soin, il y a des trucs qui marchent pas. Et notamment l'IA, ça ne marche pas pareil que sur un projet Greenfield. On a des problématiques de contexte qui arrivent beaucoup plus tôt, etc. Et on s'est quand même intéressé à comment on pouvait retirer de la friction sur de la migration technique, sur peut-être retirer, c'est un gros mot, mais retirer de l'approval, là où l'approval d'un humain fait moins de sens en 2026 parce qu'on peut aller plus vite avec des outils. On en parle tout à l'heure, venez nous voir. Mais c'est des petits bouts d'insertion d'IA sur un projet qui est titanesque et qui ne peut pas s'aborder comme on aborderait un projet Greenfield. Et en complément, on utilise aussi les projets Greenfield pour tester des nouveaux modes d'organisation. Donc au-delà de la technique à proprement parler, la structuration des équipes, c'est-à-dire le ratio entre le nombre de devs, de PO, la variété de profils qu'on va mettre dans des équipes. En fait, c'est intéressant, les projets Greenfield, parce que du coup, on ne crée pas de bouleversement, en fait, parce qu'on crée une nouvelle équipe. Donc ça nous permet de tester aussi des structures d'équipes différentes, parce qu'on se rend compte quand même que sur des approches, notamment les approches SDD, donc Spec Driven Development, on a des ratios qui sont très différents des équipes classiques Pizza Team, quoi. Tu as des recommandations à partager justement sur des équipes qui se montent comme ça sur un projet Greenfield, que ce soit dans la taille des effectifs, dans les compétences? Alors nous, l'approche que l'on a, c'est on part le plus petit possible pour voir ce qui manque en fait, plutôt que de partir trop gros et être en gestion des frictions et de la répartition du travail. Donc on part plutôt petit. Moi, c'est ce que je recommande à chaque fois à mes équipes, vraiment le minimum. Et après, on scale si on sent qu'on est en capacité notamment de travailler en parallèle sur ces méthodologies-là. Le travail en parallèle est pas si évident que ça, en fait. Et ça va tellement vite que c'est plus facile d'augmenter que de baisser. Très bien. J'aimerais qu'on se projette un petit peu. En tout cas, collecter votre avis. Je me tourne vers toi, Guillaume. Aujourd'hui, sur ces nouvelles pratiques, qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus ? Moi, je trouve que c'est une période très positive quand on prend conscience aussi qu'on peut étendre notre impact en tant qu'ingé. Je pense qu'il y a aussi des rôles d'ingé qui sont plus ou moins, qui en bénéficient plus ou moins. Par exemple, moi, je suis staff engineer, c'est l'Eldorado. Je peux faire un POC dans une codebase que je ne maîtrisais pas avant, prouver qu'il y a peut-être un truc à faire, aller dans une autre, etc. Donc ça, c'est facilité. Et du coup, le scope d'impact qu'on peut avoir, il s'agrandit. Et le nombre de projets sur lesquels on peut participer, le nombre de personnes avec lesquelles on peut travailler est vraiment chouette. Là, on prend aussi conscience à Blablacar que certaines choses qu'on n'osait pas faire avant parce qu'on savait que ça valait pas le coup de déranger une équipe maintenant pour le faire. Peut-être qu'on peut le faire maintenant en fait. Donc ça c'est vraiment chouette. D'un point de vue technique, le sujet de la dette technique est un long. Enfin, tout le monde se plaint qu'on n'alloue pas assez de temps pour la dette technique. J'entends moins ce feedback en ce moment parce que en fait les gens dépilent leur migration beaucoup plus facilement. Donc ça, il fait beaucoup de trucs très positifs en fait qui sont rendus possibles. À voir si ça tient dans le temps, parce que on se posera aussi la question de la valeur. Est-ce qu'on veut effectivement mettre des tokens dans ça ou pas? Mais pour l'instant, c'est très chouette, je trouve. Je me tourne vers toi, Emmanuel. Selon toi, qu'est-ce qui va le plus évoluer dans le poste de dev demain, si on devait faire un petit peu de projection? Donc ça dépend quand même du niveau de maturité, mais là, si on se projette un tout petit peu, on voit qu'on a cette partie codage, là, proprement parler, qui va disparaître. On va avoir le sujet de travailler sur la machine, en fait. Je pense que ça va être quand même ça, le gros du travail, donc du contexte engineering, beaucoup, d'avoir des bonnes skills, d'avoir des agents qui sont bien structurés. Et petit à petit, on va avoir aussi les agents qui vont, en fait, je pense qu'ils vont sortir de l'IDE, sortir de la CLI, qui vont partir dans le cloud et qui vont devenir autonomes. Donc ça, je pense que c'est un peu le next step là, vers lequel on va aller, des agents autonomes.
Et donc du coup, le rôle du développeur, il évolue. Donc, il est un petit peu moins en profondeur dans l'expertise en fait individuelle, et je pense qu'il s'élargit sur l'ensemble de la chaîne du cycle de développement et de la production logicielle. Donc après, encore difficile de dire où est-ce que ça s'arrête, parce qu'on sent que ça va progresser vers le produit, ou le produit va progresser vers la technique, on ne sait pas trop. Pareil sur la partie Ops. Enfin, voilà. Je pense que tout ça va les frontières vont se brouiller un petit peu, et en fonction des profils, on va retrouver des rôles un peu hybrides, en fait, intermédiaires, ou plus polyvalents finalement, qui vont être intéressants. Je me tourne vers toi, Julien. J'ai une phrase que tu avais dit, je ne sais pas si elle vient de toi, mais j'ai beaucoup aimé. L'IA d'aujourd'hui est la pire qu'on connaîtra. C'est notre CTO Alex qui dit ça. Merci Alex. Et je pense qu'il a raison. Le pire modèle qu'on connaîtra jamais, c'est celui qu'on utilise maintenant. Ça s'est révélé vrai alors, dans nous, la famille Claude, avec les successions d'Opus. Et ça, à mon avis, ce sera toujours vrai dans le futur. Donc, il faut investir. Et je fais un clin d'œil au manifeste qu'Alex a présenté ce matin, l'autre Alex, pendant la keynote. C'est rigolo parce que j'imagine que dans nos 3 entreprises, on a construit en fait avec des bouts de scotch et puis l'expérience qu'on a eue, le même type de manifeste. Il faut investir dans les méthodes, dans les usages. Il faut créer les nouvelles habitudes, parce qu'on parle presque d'un nouveau métier, ou en tout cas d'un nouveau skill dans le skill set. Donc ça, c'est hyper important. Et après, il y a une projection qui est peut-être moins fun, mais quand on arrive à des échelles comme ceux de nos entreprises, les petits problèmes qui existaient deviennent des gros problèmes avec l'IA. Si on prenait 2 jours pour onboarder un développeur sur une code base, on ne peut pas prendre 2 jours pour onboarder 600 agents virtuels par jour. Ça ne marche pas. Donc il faut s'intéresser. Il va falloir que dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, on s'intéresse à nos pipelines de déploiement, à nos setups de dev, à la CI. On se disait avec Guillaume que la CI commençait à craquer parce qu'on a dimensionné une CI pour N PR par jour et là il y en a N fois 10. C'est tout ça qui nous attend. Et je m'adresse à tous les 3. Est-ce qu'il y aurait un conseil que vous pourriez donner à des équipes qui souhaitent accélérer, des équipes de dev qui souhaitent se structurer et accélérer sur l'IA? Vous en avez un petit peu parlé durant cette table ronde. Est-ce qu'il y a vraiment un point sur lequel vous voulez insister? Je viens de le donner, je pense, c'est vraiment passer du temps sur ce que vous appelez qualité du code, pour boucler avec ce qu'on disait au début de cette table ronde. Revoyez votre définition de la qualité et investissez là où il faut investir. Si vous voulez shipper plus vite, pas seulement écrire du code plus vite, est-ce que vous savez tout ce qu'il faut pour shipper plus vite? Est-ce que vous avez des feature flags? Est-ce que vous avez du staging? Est-ce que vous avez une suite de tests assez couvrante, etc. J'aurais presque envie de dire ralentir un petit moment pour se poser les questions de qu'est-ce qui était vrai avant qu'il l'est d'autant plus. On parle d'avoir des harness très forts, des couvertures de tests significativement plus robustes, système de feature flagging. Enfin, il y a des choses qu'on savait être vraies avant qui sont d'autant plus importantes. Il y a des choses qui étaient vraies avant qu'il faut rechallenger. J'avais telle architecture, est-ce que c'est la bonne maintenant pour avoir le meilleur ROI avec les tokens que j'investis? Ça demande d'expérimenter et de tester différents patterns. Donc il faut être ouvert à ça, c'est pas forcément évident de se poser des questions qui sont généralement très fondamentales pour des devs. Donc il faut ouvrir un peu ces chakras-là. Et je dirais prendre soin aussi. Parce qu'on est dans une période où ça bouscule beaucoup les humains, les systèmes, les orgas. On voit qu'on met de l'IA, il y a d'autres trucs qui craquent. Nos ingénieurs sécu dorment plus. Les gens qui maintiennent la CI pleurent. Voilà. Donc, il faut prendre soin de ça aussi, je pense, parce que le reste du système est impacté aussi par ça. Donc, savoir ralentir et prendre le temps. Emmanuel, vas-y. Non, mais pour terminer et pour compléter, je suis assez aligné avec ce que tu viens de dire, Guillaume. Moi, je pense qu'il faut vraiment se mettre en mode on construit la machine qui va produire le logiciel de demain. Donc c'est ce mindset-là qui est vraiment important à changer. Et quand la machine produit quelque chose qui ne va pas, donc on peut critiquer, on peut l'insulter, on peut faire tout ça, mais surtout il faut corriger la machine en fait avant tout. Et donc c'est ce mindset-là qui me semble être un peu le game changer. Enfin, ça crée vraiment la bascule des équipes dans le nouveau mode, on va dire.
Merci. Je vois qu'on arrive à la fin du temps imparti. 40 minutes, ça passe très vite, surtout quand on est 4 sur scène. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir sur l'espace exposant. On se fera un plaisir d'échanger avec vous. Je voulais remercier TechReady pour l'événement. C'était vraiment super de créer cet espace d'échange autour de l'écosystème tech nantais. Merci à tous les trois d'avoir joué le jeu. Merci. Et je pense qu'on peut vous applaudir très fort. Merci. Marie, c'est à toi. Bravo. On reprend dans 8 minutes. On vous a pas réveillé